Bonjour Christine. Euh, Bonjour Catherine. Vous avez une expérience de mort imminente lorsque vous aviez 15 ans. Est-ce que vous pourriez nous donner les circonstances et nous relater votre expérience, s'il vous plaît? J'ai grandi dans une famille un peu particulière qui a traversé plusieurs épreuves de vie, plusieurs problèmes psychologiques aussi, dont l'alcool, la violence, la dépression. Ma maman était maniaco-dépressive, donc j'ai grandi dans ce contexte-là de la maladie. Mm. Et pour couronner le tout, j'ai eu beaucoup de décès dans ma famille. J'ai des oncles, ma grand-mère et ma mère aussi qui nous a quittés en 1995 de manière subite, suite à une crise médicamenteuse, on va dire. Je n'ai pas bien vécu tous ces événements. J'ai été assez traumatisée par le cumul de ces faits. Donc, j'ai commencé à vivre dans un mal-être qui a grandi de plus en plus, qui m'a complètement écrasée. Mon champ de vision s'est réduit au point de vouloir en finir avec cette vie que je pensais être une mascarade. Je ne trouvais plus ma place dans cette société. Les informations à la télévision me pesaient de plus en plus. Et c'est vrai que mon erreur, sans doute, a été de rester dans cette souffrance psychologique et de ne pas me confier, de ne pas m'ouvrir ni à mon père, ni à une amie, ni à un professionnel. J'ai donc commis cet acte suicidaire en me défenestrant du lycée où je faisais mes études. J'ai monté les marches très calmement avec une grande confiance parce que mon père m'avait dit qu'après la mort, il n'y avait rien. Je lui avais posé la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Sans lui confier, sans avouer ce que je voulais faire. Et ma mère m'avait dit, t'inquiète pas, tu es une belle personne, tu iras au paradis. Donc les réponses n'étant pas suffisamment claires, j'ai décidé de vérifier par moi-même. Et j'étais très confiante. Je me suis dit, tu vas avoir ta réponse enfin. Tu vas être libérée de ce poids. Donc me voilà en haut de l'escalier. Je me suis prise, enfin, comment dire, j'ai été sûre de moi en fait. Je n'ai pas hésité. J'ai posé mon sac et j'ai basculé. Je me suis laissée partir. J'ai abandonné mes problèmes, j'ai abandonné ce corps. Et à cet instant, je n'ai pas eu du tout la sensation de chute corporelle ni physique, aucunement. J'ai eu cette sensation de paix et d'ascension physique, d'un vent sur moi de compassion et déjà d'amour. Je n'ai pas senti ce corps s'écraser contre le sol. Je n'ai pas senti le choc du sol, du béton. Voilà. Donc, j'ai tout de suite vu ce corps au sol en étant en recul de moi-même. Je n'ai pas fait attention que c'était moi, je n'ai pas compris que c'était moi. J'étais à 3 mètres en hauteur dans ce décor de lycée. Je reconnaissais bien le couloir. C'était un peu en noir et blanc, les sons étouffés, comme un brouhaha, vous voyez. Et il y a une fille avec une blouse blanche qui est sortie de sa classe et qui m'a trouvée, qui a hurlé. Du coup, plusieurs personnes sont sorties et j'ai assisté de mon point de vue en hauteur à toute cette scène. J'ai entendu des cris et tout de suite, une grande dame blonde est arrivée, c'était l'infirmière. Donc après cette scène, j'ai vu l'ambulance arriver par le grand portail et mon père arriver juste après cette ambulance. L'ambulance est garée près du buisson. Mon père a une discussion avec les ambulanciers, qu'il était inquiet, qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il voulait monter dans l'ambulance et j'ai assisté à cette discussion où les ambulanciers ont empêché mon père de venir monter dans l'ambulance parce qu'il y avait une situation d'urgence, j'avais les premiers soins à faire. Ils m'ont entouré d'une couverture brillante pour me tenir. Ils m'ont fait respirer des choses et l'ambulance s'est dirigée vers l'hôpital. J'ai suivi la voiture jusqu'à l'hôpital et j'ai vu une dame qui me tenait la main sur le brancard
et qui m'a parlé, qui m'a dit « Christine, accroche-toi, tu vas t'en sortir ». Et c'est très curieux cette scène parce qu'elle parlait la bouche fermée, je l'entendais penser. Et moi, j'avais les yeux fermés, je voyais cette fille sur ce corps, sur ce brancard, et je voyais nettement cette scène alors que j'étais au pied de cette fille. Vous voyez, j'étais en recul de la scène. Voilà. Ensuite, alors c'est très compliqué à vous raconter parce que j'ai l'impression que les événements se chevauchent, s'imbriquent les uns dans les autres. Tout est dans le temps présent et en même temps, il y a quand même une chronologie et une logique à ce qui se passe. Alors, je ne sais jamais situer à quel moment je suis entrée dans le tunnel. Ce fameux tunnel que plein de monde décrit, je l'ai connu aussi, j'étais dedans, j'étais à l'antre de ce tunnel. Au départ, la paroi était très large, très claire, et j'ai été aspirée dedans. Plus ça allait vite. Et c'est là que je ne sais pas comment vous le raconter, parce que j'ai en même temps été témoin de l'opération que j'ai subie. C'est-à-dire qu'il y avait 2 chirurgiens, un qui travaillait au dos et un qui travaillait au pied. Et il y avait des compresses de sang, excusez-moi pour les détails, il y avait des compresses de sang qui tombaient au sol et je dis « Ah, du sang, ça me dégoûte !» Et hop, j'ai reculé instantanément. Et je vais continuer dans cette logique de tunnel, si vous le voulez bien, parce que plus j'allais dans le tunnel, plus ça allait vite. Je me laissais porter et je me suis dit « Génial, j'ai réussi mon acte. J'ai réussi mon acte de suicide. Je suis en train de mourir. » J'étais vraiment satisfaite de moi. Et il y a eu un virage à gauche où il y avait une silhouette en attente. Alors, je ne veux pas dire je me tourne sur moi-même, je n'ai pas de corps physique à ce moment-là, mais je lui dis, allez, viens, on y va, on est en train de mourir, viens, on y va, c'est génial, je ne vais pas te laisser seule là, on y va ensemble si tu veux. Mais cette personne n'était pas prête, elle était en réflexion sur elle-même en tous les cas. Elle était coincée dans cet espace, elle ne pouvait pas me suivre. Donc j'ai respecté ça et j'ai continué mon chemin. Puisque ça allait de plus en plus vite, j'ai commencé à avoir peur. Et cette peur m'a fait regretter l'acte de suicide. J'ai dit, ah, si c'est ça la mort, ça me fait tellement peur qu'on arrête. Mais trop tard, je ne pouvais pas freiner. J'avais l'impression que je voulais écarter mes bras et je ne pouvais plus freiner parce que c'est un tunnel insubstantiel. Il n'y a pas de paroi définie, vous voyez. Je ne peux pas le toucher et je ne peux pas crier avec ce corps sans chair, sans os. Donc, je me suis laissée porter, je me suis laissée abandonner. À ce moment-là, je me suis retrouvée dans un grand espace noir, un noir brillant. Vous savez, comme la peinture acrylique, parce que j'aime bien peindre un petit peu. Un noir brillant, sans limite d'espace, sans fin. Et il y a eu un temps où je m'observais penser. Je me suis dit, ah, c'est la première fois de ma vie que je constate comme c'est calme ici. Et quand je me disais ça, je me disais aussi, je suis moi-même avec moi-même. Il n'y a personne pour me mettre la pression. Mais je cherchais quand même des repères. Je dis, mais si c'est ça la mort, qu'est-ce que ça va être long? Donc, je virevoltais sur moi-même. Je cherchais ma commode de petite fille. Je cherchais mon père. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Donc, j'ai commencé à m'angoisser. Au point de paniquer, en fait. Ça m'a pris comme ça. Et je me suis dit, mais ressaisis-toi, Christine, tu es toute seule. Il n'y a rien dans l'espace de concret qui te fait peur. Il n'y a rien de matériel qui te fait peur. Donc, ressaisis-toi et reste calme. Et ça, c'est un élément crucial dont je me sers aujourd'hui pour garder mon calme. C'est vraiment une qualité intérieure que j'ai découvert dans ce moment-là. Et je me suis observée penser. Ça a été nouveau pour moi. Je me suis observée penser et j'étais dans une potentialité de calme infini qui m'a vraiment rassurée.
À ce moment-là, dans ce grand espace noir, c'est comme une salle d'attente, très calme, il y a eu un point lumineux en haut à droite qui est descendu de cet espace, dans cet espace, et qui, au fur et à mesure, s'est transformé en sphère lumineuse, très brillante, qui m'a subjuguée d'amour, qui m'a subjuguée parce que c'était nouveau pour moi. C'était une présence vivante d'un amour incommensurable qui, plus cette sphère descendait dans l'espace, plus elle éclairait l'espace et plus elle m'éclairait, vous voyez, comme un spot qui descendait sur moi. Et moi, j'ai l'impression de grandir, de m'élever comme ça dans cet espace. Ah, je suis très émue quand je vous le raconte, parce que c'est là, toujours en moi, quand je vous le raconte, je le vois, c'est très particulier et troublant pour moi. En tous les cas, et le travail sur Terre, c'est de se rappeler cette force intérieure que chacun a en soi, ce potentiel de réalisation pour atteindre la personne qu'on a envie d'être, au fur et à mesure des vies, sans doute. Je suis extrêmement convaincue que chacun a cette force d'esprit, cette force d'exister, cette force de vie en soi. J'en suis sûre. Je me suis retrouvée dans la blancheur. Tout l'espace noir est devenu blanc. Blanc cotonneux, un doux amour qui se diffuse. Et je me suis laissée envahir, entourer, envelopper. Et ça m'a fait un bien que je ne connaissais pas. Je connais cet endroit, il y a une familiarité. Ça y est, je suis au-delà de moi. Je suis au-delà de moi, j'ai réussi. Et dans cette luminosité, il y a une lumière surpuissante qui est arrivée et ça a été un être de lumière. Un être de lumière majestueux que je ne peux pas vous dire si c'est un homme ou une femme, qu'elle agit là. Je n'ai pas distingué de visage avec des traits déterminés, ni de mains, ni de pieds. J'ai pas. Si je vous dis robe, une robe étincelante, c'est même déjà trop précis, vous voyez. En tous les cas, ensuite il me dit, Christine, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et je commence à me plaindre, Catherine, et je dis, qu'est-ce que je fais là? Vous avez vu ma vie, vous avez vu ma famille, vous avez vu la société, personne ne me comprend, personne ne connaît l'amour, personne ne peut le recevoir comme j'ai envie de le donner. Et j'ai commencé à me lamenter sur mon sort. Et il connaissait déjà tout de moi, il avait une compassion dont j'avais besoin et que je découvrais sur place. Donc cet être de lumière me comprend, il est parfait, il est parfaitement parfait cet être. Je connaissais tout de lui, il connaissait tout de moi, on était dans une symbiose parfaite. Et je lui dis, elle est où ma mère? Ce n'est pas le moment, enfin, tu es là, on va essayer de comprendre pourquoi tu es là et ce que tu as fait sur Terre pour manifester ton amour, comment tu as aimé les autres. Et j'ai compris, j'ai compris également comment toi tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu as de l'amour pour toi-même? Est-ce que tu veux apprendre? Et ça, c'est une question redondante qui m'a suivie tout au long de l'expérience. Est-ce que tu veux apprendre? Et je dis oui, oui, je veux apprendre. Instantanément, il m'a emmenée dans des espaces successifs. Je peux vous les raconter dans le désordre parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est tout en instant T. Mais ça n'enlève rien au sens de l'expérience et aux phases que je vais essayer de bien vous expliquer. Je lui dis oui, je veux apprendre. Et il m'envoie instantanément dans un espace très vaste, loin, 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 dans un espace de l'univers, en fait, où je vois la Terre en souffrance. La Terre bleue qui a un cœur qui bat comme nous et qui résonne au même rythme que nous. Je m'approche de cette Terre et j'ai envie d'y aller. Et en même temps, j'hésite parce que je veux apprendre. Je ne veux pas retourner au plus proche de moi-même. La Terre, c'est moi. Je l'identifie comme ça. Donc, je vais dans une spirale que j'ai peint d'ailleurs dans un tableau.
c'est un autre univers et j'apprends dans cet autre univers qu'il y a de la vie. Et il n'y a pas qu'un seul univers, il y en a plusieurs univers. C'est comme des boîtes gigognes. Plus on enlève, et plus il y en a, en fait. Plus on enlève, plus il y en a. C'est très nombreux. Et il y a de la vie partout, sous différentes formes, les plus surprenantes possibles. Et j'ai envie d'y aller, j'ai envie. Et je dis, ah non, tu n'es pas là pour ça, n'oublie pas ton objectif. Et je retourne instantanément dans ma condition de Christine, face à cet être de lumière de nouveau, dans cet espace blanc qui me calme. Et je lui dis, comment c'est possible? C'est merveilleux. Alors il me dit à nouveau, est-ce que tu veux apprendre? Je dis oui. Et je retourne près de la terre et je comprends toute la souffrance qu'elle a en elle. Et c'est comme un zoom très puissant, très spontané, où j'assiste à une scène, où j'assiste à un film où la terre souffre tellement que je ressens la douleur de la terre et j'assiste au réchauffement climatique. Les coulées de boue qui emportent des villages. C'est très douloureux quand je vous le raconte parce que je l'ai ressenti en fait, je l'ai ressenti dans mon cœur. Alors je pleurais dans l'expérience, je disais mais arrêtez de me montrer ces scènes. Il y avait des villages entiers qui étaient emportés dans les eaux, des inondations comme ça qui étaient successives et à répétition, des enfants qui disparaissaient et des adultes qui avaient une haine et une violence les uns envers les autres et envers les enfants. Et j'étais particulièrement attachée au sort de ces enfants qui allaient être maltraités, abusés, violentés, vendus, enfin des scènes catastrophiques que je prenais en pleine tête, quoi, enfin en plein cœur. Alors je disais, arrêtez de me montrer ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et là, l'être de lumière me dit, tu peux donner de l'amour. De l'amour, de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est de l'amour? Et au moment où je dis ça, il m'envoie l'amour. Il me le donne, il me fait ressentir en plein cœur et je vibre fort. J'ai une connaissance de l'amour qui me rend je suis sans mots en fait. Et je pleure de bonheur, excusez-moi. Et à nouveau, il m'amène encore avec lui dans cet espace blanc. Et cet espace blanc, je vais le revivre plein de fois, pour digérer cette connaissance, l'intégrer au plus profond de moi-même, en faire quelque chose d'acquis et en même temps de naturel. Parce que c'est ça qui est surprenant dans cette expérience, c'est que tout est naturel. À un moment donné, je lui dis, alors, qu'est-ce qu'elle est devenue ma mère? On peut en reparler? Et il fait comme si qu'il n'avait pas entendu. Il me dit, est-ce que tu veux apprendre? J'ai dit, oui, je veux apprendre. Et là, il m'envoie dans un autre espace où je suis immergée dans un jardin d'une beauté sans nom et de couleurs surtout, de couleurs et de musique, de couleurs insubstantielles que je traverse avec des grandes fleurs, des grandes pétales. C'est nouveau, je me balade et ce jardin est très structuré. Il y a un énorme sapin en face de moi, mais je suis située un peu en hauteur, à une dizaine de mètres. Et j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me rapprocher des éléments. Il y a une frontière à ma droite que je ne peux pas franchir, dans l'invisible. Si je franchis cette limite, je ne serai pas punie, mais je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas dans ce corps. Il y a cette notion clairement dans l'expérience, si je franchis la limite, je ne pourrai pas m'exaucer. Voilà, je recommencerai quelque chose d'autre, dans un autre corps sans doute, différemment, peut-être dans le corps d'une fourmi, je ne peux pas vous le dire. Peut-être dans un caillou, je ne peux pas vous le dire. Peut-être dans un corps humain, je ne peux pas vous le dire. Mais il y a cette notion de tu ne reviendras pas. C'est perdu, ça sera perdu. Tout ce que tu as compris, tout ce que tu as travaillé sur Terre, toutes les épreuves n'auront servi à rien. Tu devras le revivre dans un autre corps, mais tu devras le revivre.
Voilà. Il y a une herbe phosphorescente qui résonne, qui résonne avec une énergie incroyable. Et je zoome sur cette herbe. Et oui, il y a aussi des oiseaux. Il y a des oiseaux qui s'envolent de cet arbre et qui se baladent et qui sont libres. Et je me dis, ah, qu'est-ce qu'ils ont de la chance d'être libres comme ça, j'aimerais être comme eux. Je zoome dans le brin d'herbe parce qu'il y a un petit brin qui se détache de la pelouse. Et je vais au sommet du brin d'herbe et je plonge dans lui. Et je suis dans les nervures. Je deviens ce vert phosphorescent et très énergisant en fait. Énergisant. Et je vais dans les nervures et je descends sous la terre. Et je vais dans les ramures, les ramifications, et je communique avec tout cet ensemble de chaleur, d'espace. Je suis dans tout l'espace, je suis dans la chaleur, je suis dans l'eau. C'est incroyable comme sensation. Et j'ai appris que ce brin d'herbe était relié au grand sapin, était relié au cours d'eau, était relié aux fleurs, était relié à l'espace qui permettait de circuler. Il y a une vraie communication avec tous ces éléments et ça, je l'ai découvert dans ce moment-là. Les lettres de lumière me disent, Christine, tu es ce brin d'herbe. Tu te crois isolée dans la pelouse et en fait, tu es relié à tout ce qu'il y a autour de toi, tu es relié, tu es en interdépendance avec tout ce qui t'entoure. Prends-le en compte et ouvre-toi, en quelque sorte. C'était ça le message. Ouvre-toi aux autres et à ce qui t'entoure plutôt que de te refermer sur ta vision très limitée du brin d'herbe. Waouh, ça a été un enseignement super riche parce que ça m'a sorti de la dépression. En fait, il a fallu que cette information s'infuse et prenne le temps de maturer en plusieurs années, bien sûr. Il m'a fallu décoder tout ça. En tous les cas, ma vie a pris un autre sens aujourd'hui. Donc, là, je reviens de loin et je reviens dans cet espace blanc à nouveau qui m'apaise, qui me calme, où j'infuse ces informations et j'ai l'impression que je me déploie un peu plus, je grandis à l'intérieur de moi, c'est beaucoup plus fluide. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue, ma mère? Oh, je suis tenace et je suis toujours quand même reliée à ma condition de Christine. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand j'ai traversé les univers, j'ai oublié de vous dire que je me suis décrochée de ma personnalité. Vous voyez, quand j'étais loin dans ces univers, je n'étais plus Christine, je n'étais plus femme, je n'avais plus 15 ans, je n'avais plus de famille, j'étais neutre, j'étais une énergie qui se déplace dans l'infinité. Et j'ai compris que c'était ma nature. À ce moment-là, ma mère est arrivée dans la blancheur, en étincelle de lumière et d'amour, très brillante. Plus qu'elle, elle envoyait quelque chose, une énergie d'amour, plus que maternelle en fait. Et je lui dis, maman, c'est toi, mais tu n'es plus malade. Qu'est-ce que tu es belle, mais qu'est-ce que je t'aime. Excuse-moi d'avoir été si dure avec toi dans la maladie. Excuse-moi de t'avoir mal parlé. J'ai voulu tout lui dire. Et je lui dis, vas-y, rapproche-toi, on va fusionner notre amour pour en faire un amour surpuissant qui va rayonner loin et faire du bien à tout ce qui nous entoure, à tout ce que l'on connaît. Et là, en fait, elle s'est approchée et en fait, elle m'a fait un stop, comme ça. Et j'ai reconnu la fermeté et l'autorité qui n'était pas négociable. Elle ne voulait pas fusionner. Et j'ai été stupéfaite. Tout de suite, une colère m'est montée. Et elle s'est dissoute dans la blancheur sans que je lui dise au revoir. Elle a disparu. Elle s'est éloignée et elle a disparu dans la blancheur. Je dis, mais c'est pas vrai, mais maman, au secours, reviens, aide-moi. Et la colère est montée. J'en voulais à moi, j'en voulais à elle. J'étais dans la haine qui m'a emmenée dans une autre étape de l'expérience
ce qu'on appelle parfois l'EMI négative. Je suis tombée dans un trou noir à une vitesse vertigineuse où j'ai rencontré des corps gluants de sang, de chair, de haine qui se torturaient les uns les autres et qui voulaient m'attraper, qui voulaient me toucher, me frôler. Ils voulaient que je devienne comme eux. Et cette expérience-là, elle est horrible. Elle m'a poursuivie pendant des années parce que, évidemment, j'avais été au catéchisme et on m'avait parlé de l'enfer. Et je me suis dit, pendant toutes ces années, avant que je vive cette expérience, que si j'étais quelqu'un de mal, j'irais en enfer. Et je me suis dit, c'est ça l'enfer, c'est ça, je suis une mauvaise personne, ils veulent me détruire, ils veulent me faire disparaître. Et j'ai compris que j'étais plus forte que ça, j'étais plus forte que mes démons intérieurs. En fait, j'ai compris, Catherine, et c'est ça aussi que j'ai envie de dire aux gens, que l'EMI négative, pour ceux qui l'ont vécu, n'est pas un lieu concret qui existe et qui est identifié dans l'espace. C'est une construction psychique et inconsciente aussi, qui existe en chacun de nous. On a tous des peurs et des phobies, par exemple, et des émotions négatives, des émotions fortes négatives, qui nous entraînent comme ça dans une noirceur intérieure très traumatisante. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. La colère que j'avais, l'incompréhension du sens de la vie, l'incompréhension de la maladie, enfin toute cette haine viscérale qui m'a habitée a pris naissance dans les visions de l'esprit. C'était mon esprit qui a donné forme aux émotions négatives. Et je me suis rappelée, parce que je me dis non, je ne peux pas sombrer, je ne peux pas m'identifier à ces démons, à cette haine, à cette violence. Je ne suis pas ça. Je suis ce qu'on vient de me montrer avant. Je suis lumière, je suis amour, rappelle-toi, rappelle-toi. Et plus je me le disais, remonte, 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 sauve-toi, enfin, sauve-toi, carapate-toi, mais sauve-toi du verbe se sauver. Et je suis remontée dans la lumière, strate par strate. Il y a des niveaux, en fait. Et j'ai compris ça. Et j'ai été dans une lumière éblouissante qui m'a régénérée de l'intérieur, mais encore plus que le début de l'expérience. Elle m'a guérie de mes émotions et de mon mal-être. Elle m'a guérie de la dépression. Et bien plus que cela. Là, on parle du niveau psychologique, mais à ce moment-là, il y avait des effluves de bleu lumineux qui m'a transpercé, si tu veux, et qui m'a guérie physiquement. Je l'ai senti. Je l'ai senti que là, il y avait une transformation psychique et physique, en fait, complètement globale de mon être. Waouh! En y repensant, c'est vertigineux. Je sais que ce n'est pas très rationnel, et pourtant, je suis sûre que chacun de vous, en son esprit, peut le vivre. Alors évidemment, on ne peut le vivre pas en se mettant en danger, en sautant par la fenêtre. Évidemment, mon message est là. On peut le vivre en se mettant dans le calme intérieur, un temps de méditation avant de s'endormir, en faisant du yoga. Enfin, chacun peut trouver sa pratique qui lui correspond pour traverser ces états transformateurs et bienfaisants. Voilà, c'est un message que j'avais envie de faire passer. C'est vraiment important pour moi de vous le dire. Voilà. Alors, est-ce que tu veux apprendre? Parce que tu ne peux qu'apprendre en étant dans ton corps, en expérimentant dans la matière. Ah non, je ne veux pas redescendre. Je veux être comme vous. Je veux être comme vous, brillant, lumineux. Je veux aider les autres. Mais ton travail est en bas. Tu dois t'incarner dans ta chair et redevenir Christine. Et non, non, je ne veux pas parce que je veux être la perfection comme vous. Donc, je veux encore négocier. J'essaie d'argumenter. Et à ce moment-là, il y a l'être de lumière au centre, un à sa droite et un à sa gauche. Ils discutent entre eux. Il y a une négociation entre eux sur mon cas.
Et je suis en contrebas de cette scène, dans toute cette éclatante lumière. Et j'ai envie de m'approcher, j'essaie de tendre l'oreille et d'écouter ce qui se dit, et je n'ai pas accès à leur conversation. C'est très frustrant, et je suis obligée d'attendre. Et derrière ces êtres de lumière, il y a une scène qui se joue en hauteur, dans un espace beaucoup plus évolué aussi, et dans une teinte légèrement différente, quand même de blancheur éclatante. Il y a des petits êtres qui défilent comme au-dessus d'un balcon. Ils courent, tout le monde est pressé, et tout le monde veut aider les êtres en difficulté, les êtres qui ont besoin d'aide, les gens malades ou les gens qui ne comprennent pas. Enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent nous aider, nous, sur Terre. Et j'ai dit, ah, mais c'est ça, je veux aller là-haut, je veux être comme eux, je veux être un de ces êtres qui aident. Ils ont l'air tellement occupés et ils se bousculent gentiment parce qu'ils sont pressés de faire le bien. Et il y en a un qui se penche du balcon comme ça, et il me regarde. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas compris. Et il est très drôle, mais en même temps, je dis, mais il se moque de moi, comment c'est possible? Et là, j'ai un flash. Je sais que ça va bien se passer pour moi. J'ai un flash du futur où je sais que je vais me réaliser. Je ne peux pas en dire plus. Je ne sais pas que je vais avoir 2 enfants, un mariage, enfin une vie confortable. Ce n'est pas ça. Je sais que je vais avoir des épreuves de vie, aussi dans mon corps, que je vais avoir de la douleur, mais que ça va aller. Je vais m'en sortir, je vais m'épanouir. Ah, ça suffit à me rendre bien, si tu veux. C'était l'information que j'avais besoin pour me rassurer encore. Et pour autant, l'être de lumière me dit, allez, c'est le moment, redescends. Et tenace que je suis, je ne veux pas. Je négocie encore. Et il me dit, puisque tu ne veux pas, je vais te montrer quelque chose. Et il m'envoie instantanément dans un espace gris sombre, comme dans une bulle de bande dessinée, où je vois des formes, enfin, je vois des silhouettes de personnes avec une robe grise, et tous ces gens sont enfermés dans cette bulle. Et peut-être connaissez-vous les Demoiselles d'Avignon du peintre Picasso. Et je les vois de profil et ils ont le visage géométrique comme ça. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être que leurs émotions sont bloquées et ils sont dans l'incapacité de s'exprimer. Et encore plus fort, ils ne peuvent pas se remettre en cause. Ils ne comprennent pas les erreurs qu'ils ont commises dans leur vie et ils sont bloqués dans cette bulle. Et je pense que, j'espère ne pas dire n'importe quoi, mais de mon point de vue, ce sont les suicidés. Ils ne sont pas bloqués dans l'éternité. Ils ont une capacité d'évoluer et de comprendre leur chemin de vie. Et ils sortiront de la bulle à ce moment-là. Voyez? Et l'être de lumière me fait comprendre que je peux aller là si je ne veux pas évoluer, si je ne veux plus apprendre. Et je dis non, ils sont beaucoup trop tristes. Ils sont beaucoup trop tristes. Ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Je veux apprendre, je veux évoluer. Ah, et là, je retourne dans l'étincelle de vie très puissante, où là, vraiment, je ne suis plus du tout Christine. Je suis ni la négativité, ni la positivité. Je suis juste présente, en pleine conscience, une conscience de vie, une conscience d'exister, simplement. Et c'est tellement simple. C'est tellement simple et puissant que c'est une belle leçon de vie et un enseignement que je n'oublierai jamais et qui est très transformateur aujourd'hui pour moi. Et je suis devenue assistante maternelle. Et les enfants que j'ai gardés, souvent, ont connu des difficultés. Il y a eu des enfants battus, il y a eu des enfants drogués, il y a eu des enfants abandonnés, que je les ai eus en garde dans ma maison. Et quand je me suis rendu compte de cela, je dis,
Mais je les avais vus, ces enfants, c'est eux les enfants de mon expérience. Ils existent, je les ai et je les aime. Et je les aime comme les miens. Voilà, c'est difficile parfois à comprendre pour l'entourage, pour mes propres enfants, de savoir que j'aime le facteur autant que mon mari. Enfin, c'est un amour qui peut se déployer comme ça à l'infini, qui bouillonne et qui a besoin de s'exprimer. Et je ne veux pas être un modèle, mais je pense que le message de l'expérience est celui-là, qu'il n'y a rien de plus simple que celui d'aimer. C'est la base sur laquelle devrait s'appuyer notre société. La société idéale, je ne pense pas que ça soit une utopie. Je pense que à chacun de nous de la construire. Voilà. J'aimerais vous parler aussi d'une phase dans l'expérience de mort imminente, ce qu'on appelle la revue de vie, où j'étais avec ma tante à l'hôpital, qui a connu plusieurs fausses couches, qui a perdu à plusieurs reprises des enfants mal formés ou mal nés ou morts-nés, des situations comme ça à répétition dont elle a beaucoup souffert. Et j'ai revécu cette scène dans son intégralité, avec mon père dans la pièce, son mari, et elle dans le lit. Et j'ai revécu cette scène où je suis face à elle, et en même temps, en elle, et en mon père, et sous le lit, et dans la pièce, je suis en pleine conscience. Et je revis exactement ce qui s'est passé. J'avais la possibilité d'aller voir le bébé, qui était né, mais pas dans de bonnes conditions, hein, qui était décédé au final. Et je n'ai pas su manifester ma peine, ni mon amour, rien. J'ai été muette parce que j'ai été conditionnée, si vous voulez, par mon éducation, à être discrète, à ne pas l'embêter, à ne pas rajouter du mal au mal. Et en fait, j'ai été comme ça, muette, et j'ai été en elle à ce moment-là. Et elle a pensé de moi, oh, elle n'a pas de cœur, elle ne sait pas quoi me dire. Et j'ai compris que ça allait avoir un lien, non, un impact dans notre relation future. Et je vous le confirme aujourd'hui, notre communication est chaotique. Le fait de ne pas manifester son amour a un impact. Je n'ai pas fait exprès de lui faire de mal, si vous voulez. Mais ce qui a été surprenant dans cette scène, c'est que j'étais à la place de chaque acteur. J'étais en elle, en moi, et tout ça instantanément. Et l'être de lumière, qui est toujours en supervision de cette scène, me dit « Mais tu as fait de ton mieux, ne te juge pas. Dans ce contexte-là, tu te rends compte. Laisse faire. Si c'était à refaire, tu referas différemment avec cette information-là et tout ce que tu as appris dans cette expérience. » Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne me retiens pas de faire des câlins et d'appeler, de manifester, de créer, de mettre en route en fait quelque chose de nouveau. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le tunnel? Est-ce que pour vous, ce tunnel, donc les parois n'étaient pas solides, vous diriez qu'il était lumineux ou sombre ce tunnel? Avait-il une couleur? Est-ce qu'il y avait une certaine matérialité quand même à ce tunnel? Oui, très bonne question. Il y avait comme des étincelles de lumière sur les parois, immatérielles quand même. J'aurais envie de dire que les couleurs ont évolué au fil du passage. C'était d'abord un gris clair, un peu métallique, pour finir en gris sombre et très obscurci à la fin de ce tunnel. C'était très sombre. Et votre retour dans le corps, est-ce que vous en avez eu conscience ou il y a eu quelque chose en vous qui a eu conscience du retour dans le corps, Ah oui. les sensations? Je me retrouve dans cette chambre d'hôpital où vit un corps sur un lit, très pâle, une fille qui a les cheveux gras et qui est nue sous le drap.
Et je lui dis, oh là là, elle a l'air toute fracassée, cette fille. La pauvre, elle doit tellement avoir mal. Et je vois des électrodes sur sa poitrine. Et à la limite du drap, il y en a encore près de la poitrine. Et je suis ces fils sous le lit et je vois qu'il y a une ardoise accrochée au lit. Et il y a des graphiques inscrits au crayon à papier avec des chiffres et des annotations. Et je dis, ah, c'est un graphique, c'est des maths. Je refuse les maths. Ça me dégoûte. Je ne veux pas en entendre parler. Donc, je me balade dans cette chambre ailleurs. Il y a une machine avec aussi des graphiques de couleurs et un bruit insistant, bourdonnant. Et c'est relié au matelas à air sur lequel ce corps est posé. Et il y a une porte, la porte de la chambre est ouverte. Et il y a de la lumière dans le couloir. Et vu que moi, je suis dans un espace sombre, il y a un fort contraste. Il dit, ah, la lumière, ah, génial, ça me connaît, allez, j'y vais. Mais au lieu de passer par la porte qui est ouverte, je passe par le mur. Et dans le mur, je m'aperçois que la matière est constituée d'atomes qui bougent et qui sont animés d'une source de vie, d'une intention de vie. Et dans la matière, il y a cette intention, il y a cette énergie qui est en mouvement. Et ce mouvement est relié à l'ouvrier qui a construit ce mur. Et je comprends qu'il y a des malfaçons, qu'il y a des trous d'air, et que c'est mal fait, le mur est mal fait. Et c'est dingue. Et en même temps, je ne suis pas étonnée. C'est une information que je prends, voilà, je suis curieuse. Je sors du mur. Il y a 4 chaises bleues avec un dossier très inconfortable dans le couloir. Et je cherche des gens dans le couloir, donc je regarde et il a l'air d'être très tard ou alors on est peut-être en plein milieu de la nuit, en tous les cas, il n'y a personne. Et à côté de ma chambre, il y a un bureau ouvert avec une armoire en métal, un bureau un peu incliné avec plein de dossiers en désordre, un téléphone mal raccroché. C'est des détails vraiment dingues. Donc, il n'y a pas un chat, c'est inintéressant. Alors, je reviens dans ma chambre en repassant par le mur. Donc, à nouveau, je me délecte de ces nouveaux détails de la matière qui s'agglomère comme ça et qui bouge. Et je reviens au-dessus de moi. J'effleure mon corps et je vois que quelqu'un me tient la main. Et c'est mon père, avec sa main de travailleur et de ferme, en fait, la main qui sait me rassurer. Il est là, il me tient la main. Et je vois qu'il est triste. Il a la tête penchée comme ça, je sens sa tristesse. Mais papa, pourquoi tu es triste? Je suis là, oh, je vais bien. Et je ne me rappelle pas pourquoi il est là, en fait. Et je ne me rappelle pas non plus que le corps allongé, c'est moi. Et tout d'un coup, ça y est, l'expérience, ça me revient. Ah, mais oui, je me suis jetée par là, je me suis jetée. C'est pour ça, oh là là, qu'est-ce qu'il endure, qu'est-ce qu'il endure. Papa, écoute-moi, ça y est, rassure-toi, je suis là, on va s'en sortir. Et il ne m'entend pas. Et vu que je suis déterminée, comme vous commencez à me connaître, je plonge en lui, au sommet de son crâne. Je rentre en lui et je deviens lui. Et on parlait de force intérieure tout à l'heure, je deviens sa force. Sa force qui est quand même mise à rude épreuve et qui a commencé à s'effriter avec tous les événements douloureux qu'il a connus dans sa vie. Je ne dis pas ça parce que c'est mon père et parce que j'ai de l'affection pour lui, parce que j'ai l'impression vraiment dans ce moment-là d'être objective et de connaître la vérité, sa personne, sa nature, son essence profonde. Je suis mon père. Alors, je ressors de lui, il a un soubresaut comme ça, et je suis contente parce il comprend que quelque chose va se passer. Et vous savez, le petit objet sur le doigt pour prendre le pouls, je ne sens plus que ça. Alors, je le vire, je claque des doigts comme ça pour virer ce petit objet métallique qui me prend le pouls. Les machines sonnent. Et à ce moment-là, je le glisse sur le côté de ma hanche. Clac, sur ma cuisse droite. Je rentre dans mon corps. Et je suis là, dans toute la matière de ma chair douloureuse et meurtrie, multi-opérée, et je me réveille d'un coma de 5 jours. C'est naturel, là, quand vous rentrez dans le corps, c'est pas
ni douloureux, ni, enfin, je veux dire, il y a des sensations quand vous rentrez dans votre corps, là, par la hanche? En fait, c'est naturel dans le sens où je ne contrôle pas. Ça se fait comme ça doit se faire spontanément, sans le contrôle de mon esprit, puisque je me rappelle que dans l'expérience, j'ai négocié pour pas y aller. Là, j'y vais comme une acceptation et j'enfile ce corps comme un gant, bien trop étroit, bien trop douloureux, bien trop lourd. C'est horrible, 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 horrible. Des sensations que je n'oublierai jamais. Et je les ai beaucoup endurées parce que vu que j'étais cassée en 1000 morceaux, il m'a fallu supporter ce corps et l'accepter. Ça a été un long travail thérapeutique. Mhm. Quel impact, diriez-vous, cette expérience a eu sur votre vie? Vous savez, j'ai traversé différentes épreuves de vie, des décès à répétition, des scènes de violence. J'ai moi-même subi des attouchements sexuels par mon oncle et mon cousin. Donc chacun de nous a des épreuves plus ou moins grosses en fonction de son karma, si on y croit. Et j'ai été écrasée par la tristesse à un moment donné. Et grâce à cette expérience, le prisme dans lequel je regardais ma vie s'est élargi. C'est-à-dire que quand on sort de son corps ou quand on a un champ de vision beaucoup plus large, les épreuves, finalement, sont enseignantes. C'est dans ces épreuves que je suis allée chercher au plus profond de moi-même le sens de ma vie, de pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je dois faire sur Terre, quelle place j'ai. Et quand on m'a montré la souffrance de la Terre, alors, mais comment je peux aider en donnant de l'amour? En donnant l'amour, mais qu'est-ce que c'est de l'amour? Et là, boum, je ressens, et on me montre ses enfants. Chacun de nous a un rôle à jouer sur Terre. Il suffit de se rapprocher de soi pour le retrouver ou pour le trouver. Pour ma part, ça a été les enfants. Donc, quel sens ça a eu pour moi cette expérience? Ça m'a remis au centre, dans mon centre, dans le centre de ma vie pour me réaliser au mieux. Comment faire? Moi, ma réponse, c'est en donnant de l'amour aux autres, en s'aimant soi-même comme on est. Vous savez, au départ, quand je me suis réveillée du coma, donc j'ai été multifracturée, j'ai été opérée plein de fois et j'ai été diagnostiquée paralysée. Et il m'a fallu découvrir le goût de vivre sans mes jambes qui me portent. Et finalement, une rencontre a fait que retrouver la joie de vivre ne dépendait pas de mes jambes. Ça dépendait de ma force de vie, ma force d'exister. Voilà, le sens de la vie pour moi, c'est simplement être là et faire au mieux, avec ou sans jambes. La vie a fait que j'ai retrouvé l'usage de mes jambes et j'en suis remerciante à l'infini, évidemment. Mais si ce n'avait pas été le cas, j'avais accepté ma condition. Et accepter les épreuves, dans les pires situations qu'ils soient, c'est déjà un début de conscience. Lorsque vous avez repris conscience après les 5 jours de coma, est-ce que cette expérience était présente à votre esprit ou pas du tout? Elle était présente, oui. Quand j'ai ouvert les yeux, l'expérience était pleinement là, en moi, très, très vivante. Et ça a été un traumatisme parce que je me suis aperçue que mon père de matière était là. Et j'ai dit, papa, c'est. Alors, on venait juste de m'enlever l'appareil de la bouche, d'être intubé là. Il dit, papa, c'est incroyable, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Il y avait maman, je suis allée dans un jardin, il y avait la lumière, c'était incroyable, l'amour. Et j'étais un peu désordonnée dans mon discours, donc il a eu peur. Pendant une semaine, moi, je voyais devant mon mur la lumière, j'avais envie d'y retourner, j'avais l'impression que ça s'ouvrait devant moi. Et je vibrais ça, tu vois, même dans la souffrance physique, la lumière me portait, l'amour me portait. J'avais un élan de vie incroyable que j'essayais de maîtriser parce que quand j'en parlais à mon père, il me dit
Mais tais-toi, tais-toi. Ah, attends, le chirurgien arrive, chut, silence. Non, n'en reparle plus parce que tu me fais peur et tu vas avoir la camisole de force comme ta mère. Tu te rends compte, hein? Tu vas aller en hôpital psychiatrique, c'est très dangereux pour toi. Là, j'ai pris conscience qu'il y avait un danger, en effet. Donc, j'ai décidé de me taire à jamais. Et je me rendais compte que ce n'était pas audible, ce n'était pas possible. C'était complètement irrationnel. Donc là, il y a une chape de plomb qui m'est tombée dessus et je me suis concentrée sur ma rééducation et je faisais attention à ce que je disais. Et au fil des jours, ça s'est tari et ça s'est lové dans mon inconscient. Je n'ai plus prêté attention à ces souvenirs qui se sont évanouis complètement. Et j'ai vécu comme ça. J'ai fait ma vie. Je me suis construite sans ces souvenirs. Et 20 ans après, je garde des enfants, donc j'ai mon mari, je suis mariée, je suis maman, tout est là pour que je sois heureuse. Et pourtant, il y avait des flashs de lumière de ma mère, du jardin, de la revue de vie, de la planète, qui m'abrutissaient finalement et qui m'empêchaient d'être active dans ma vie. Tellement que ça m'a clouée au lit, ça m'a coincée dans mon corps. Je me suis rigidifiée, j'étais sous tension perpétuelle. Et il a fallu que je me mette en arrêt maladie. Et je dis à mon mari, écoute, je ne peux plus travailler, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai peur, et je vois de la lumière, j'ai les yeux ouverts, je n'arrive plus à mener ma vie correctement. Il me dit, mais parle-en à quelqu'un. Donc, au hasard, dans l'annuaire, paf, psychothérapeute. Je vais le voir pendant 6 mois, je me confie, on parle du passé, et je lui dis que j'en ai marre de parler du passé, que je ne veux plus le payer parce que je n'avance pas assez dans la thérapie, que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, et je suis toujours dans ma souffrance, c'est ça le pire. Donc, il me propose une séance d'hypnose sous sa voix, les yeux fermés, assis dans le fauteuil. Il me fait sentir des huiles essentielles. Alors, je ne saurais plus les nommer, il y en avait 2. Et je revis instantanément dans son entièreté l'expérience de mort imminente. En 45 minutes de temps, je revis ces 5 jours de coma où j'ai fait un périple. Alors, quand j'ouvre les yeux, alors, comment avez-vous vécu cette expérience? Je lui raconte et il me dit, ah, mais oui, c'est une EMI. Et je ne connaissais pas le terme. Donc, il m'a orienté vers la lecture de Raymond Moody. Puis là, j'ai pleuré de bonheur. Je dis, mais je ne suis pas folle, ça existe. C'est ça, ça y est, j'identifie ce que j'ai vécu. Voilà comment ça s'est passé. Vous aviez 15 ans, est-ce que vous aviez des croyances religieuses avant et depuis maintenant, avez-vous des croyances? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, je suis allée au catéchisme. Voilà, par éducation, pour faire plaisir à ma mère. Je n'y ai jamais cru. Ça restait très abstrait, loin de moi. Je ne me sentais pas habitée par l'amour dont on me parlait, si vous voulez. Et cette idée d'enfer, en quelque sorte, m'a terrifiée. Et je n'ai pas eu vraiment confiance en ce que j'entendais. Et j'avais du mal à prier spontanément avec des livres, avec des textes. Je ne me sentais pas à l'aise. Mais maintenant que j'ai vécu cette expérience, je ne connaissais même pas le mot EMI, je ne connaissais pas le mot spiritualité. Pour moi, la seule possibilité qui n'a pas besoin de texte, c'est l'amour. Et c'est le mettre en forme. Parce qu'il ne suffit pas de dire je vous aime, je suis amour, avoir des discours un peu pompants. Il faut des démonstrations et des preuves concrètes, des actes quotidiens, comme une hygiène de vie en fait, hein, comme se brosser les dents chaque matin. Être au plus proche de ma vraie nature, pour moi, il n'y a pas besoin de texte ou de religion. C'est une liberté d'être aussi, enfin voilà. Et est-ce que
vous avez peur de la mort physique ou de la mort? Est-ce que vous avez peur de la mort? Enfant, j'étais terrifiée par la mort parce que je voyais les gens que j'aimais mourir. Et quand je demandais à mes parents, alors, qu'est-ce qui se passe après la mort, je n'avais pas de réponse satisfaisante. Je ne voulais pas de détails physiques. Bon, bah, le cœur bat, les yeux se ferment, le corps refroidit. Enfin, c'était pas ce que j'avais du tout envie d'entendre. Et j'avais pas de réponse avec la religion non plus. C'était pas ce que j'attendais. Et quand j'ai vécu l'expérience de mort imminente, tous mes schémas, toute ma connaissance livresque a été remise en cause. J'ai compris que quand le corps s'éteint, comme le mien qui est tombé au sol, et pourtant je ne suis pas morte cliniquement parlant, je n'ai pas eu d'arrêt cardiaque. L'esprit se part du corps et il y a une continuité de l'esprit et je n'ai pas du tout peur de la mort parce que pour moi la mort est un passage et est une continuité de l'esprit. Pourquoi avoir peur de ça? Puisque ça continue, c'est plutôt beau et c'est plutôt plein d'espoir. Donc non, je n'ai plus du tout peur de la mort. Pour moi, il n'y a rien de triste dans la mort. L'invisible n'est pas triste. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Christine, pour cet entretien et cette expérience fascinante. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Je suis contente d'avoir pu témoigner et partager ce secret qui n'en est plus un.